Bien, nous allons donc commencer ce point info. Donc je voudrais bien sûr saluer et remercier mon ami Dominique Peduzzi, maire de Fraise-sur-Moselle, président de la communauté commune des Ballons des Hauts-de-Vosges, qui va co-animer avec moi ce point info. Donc, je suis Antoine Homé, maire de Wittenheim en Alsace, co-président de la commission des finances de l'AMF. Je salue d'ailleurs l'équipe de l'AMF sous la houlette de Nathalie Brodin à nos côtés. Je remercie pour leur travail tout au long de l'année. Alors, nous aurons la participation de Caroline de Marquessac, responsable du marché collectivité locale de la Banque Postale, et de Bruno Coquemont, adjoint au directeur du département de développement de la Banque des Territoires, sans oublier Aurélien Philippot, qui fait partie de l'équipe de Nathalie Brodin et qui est conseiller technique budget à l'AMF pour les interventions techniques. Donc, je rappelle quelques données, vous voyez défiler les slides que je commente pour lancer ce débat. D'abord, notez que le bloc communal représente 52,3% de l'investissement public local. Voilà, donc vous avez là des chiffres importants. Le reste, bien sûr, région, département et les syndicats, Civu, Civom, voilà. Donc le bloc communal, c'est commune, intercommunalité, évidemment. Vous avez également là dans une répartition qui vous montre que les communes en représentent, c'est clairement Camembert de droite, la plus grande partie. Deuxième observation, et ça, il faut toujours le redire, la part de dette des collectivités locales, évidemment proportionnelle à leur part dans l'investissement, vous le savez, nous ne pouvons emprunter que pour investir, au contraire de l'État. Vous voyez ici la répartition entre le bloc communal et puis les syndicats intercommunaux, départements et régions, sur des chiffres assez proches. Et idem, à droite, la part relative dans le pourcentage du bloc communal des communes et des EPCI. Alors, vous dire également ce que je disais avant, c'est que la règle d'or s'applique aux collectivités locales et donc elle implique que le recours à la dette soit limité au financement de l'investissement. Notons également que l'emprunt n'est évidemment pas la seule recette d'investissement, vous le savez très bien. Grosso modo, c'est environ un tiers des investissements annuels au niveau global. Et de la même façon que la dette du bloc communal reste au total modérée et ne représente que 5 années d'épargne brute. Donc voilà, ça ce sont des choses qu'il faut rappeler parce que c'est évidemment assez différent des finances de l'État. Enfin, nous allons également vous dire au niveau macroéconomique que la dette des collectivités locales n'est pas un problème pour les comptes de la nation. Alors si on regarde au niveau agrégé, la dette des administrations publiques locales reste stable aux alentours de 9% du PIB depuis 1995. On est revenu effectivement près de 30 ans en arrière. Il est intéressant de constater que dans le même temps, la dette publique totale est passée de 56,5% du PIB en 1995 donc à plus de 112% en 2023. Donc, vous voyez, c'est un doublement. Ça, c'est un point qu'il faut rappeler aussi. Et donc, on peut dire que les finances locales de façon générale, et en particulier au niveau de la dette, contribuent plutôt positivement aux finances de la nation, si l'on agrège État plus sécurité sociale, plus administration publique locale, comme on dit, les APUL, terme un peu barbare. Voilà ce que je voulais dire pour lancer ce débat. Donc nous allons parler des règles du recours à l'emprunt, de la consultation bancaire, des caractéristiques des contrats d'emprunt. Et là, je passe, n'est-ce pas, Nathalie, la parole. Nous allons commencer par Madame de Marquessac, je pense. Non, c'est vous. Ouais, non, mais vous voyez, je suis tellement un militant de l'égalité femmes-hommes que je commençais par Madame. Hein. Vous voyez comment c'est. Hein. Non. Bon, alors, tant pis pour vous. Hein, voilà. Aurélien Philippot et puis ensuite nos banquiers. D'accord. Alors, dans les règles de recours à l'emprunt, je vais vous présenter. Donc, ça va être les règles budgétaires et comptables. On va faire un passage rapide. Donc, on va voir la chronologie entre le moment de la décision d'emprunter jusqu'au mandatement par le comptable de la collectivité. Alors, les principes de l'emprunt. Alors, il faut savoir que toutes les communes et EPCI peuvent recourir à l'emprunt sous réserve de respecter des conditions de prévisibilité et de simplicité des charges financières.
Recourir à l'emprunt permet de mettre au point des projets d'investissement importants, d'investir dans des projets, dans du matériel et des opérations d'entretien lourdes et obligatoires. J'insiste, lourdes et obligatoires. Quand ce n'est pas obligatoire, il faut qu'il y ait une création de valeur, donc un enrichissement du patrimoine de la collectivité, parce que sinon, d'après le Conseil national des comptes publics, s'il n'y a pas de création de valeur, c'est une charge de fonctionnement, et donc imputée en fonctionnement. Et comme l'emprunt ne peut pas servir à équilibrer la section de fonctionnement, on ne pourra pas utiliser l'emprunt pour ça. Autrement, le recours à l'emprunt relève de la compétence de l'Assemblée délibérante. Toutefois, cette compétence peut être déléguée au maire ou au président de l'EPCI. Donc cette délégation de compétences, en général, se fait en début de mandat, par une délibération prise par l'Assemblée délibérante. Elle est valable pour toute la durée du mandat. Cependant, l'Assemblée délibérante peut l'ajouter si ça n'a pas été fait ou peut la retirer. Mais bon, il faut savoir que les décisions des maires et des présidents de PCI ont pour but d'une simplification administrative du processus décisionnel et de la réactivité des collectivités. Alors, les 3 étapes pour réaliser un emprunt. Donc, alors, il faut d'abord le vote de l'emprunt en budget. En effet, toute décision à moyen ou long terme est subordonnée à l'adoption préalable du budget primitif. En début d'exercice, le budget primitif cadre le montant global des emprunts à contracter durant l'année. Bien sûr, cette décision reste modifiable via une décision modificative. Ensuite, une fois que la consultation bancaire a eu lieu, il convient de formaliser cette décision de recours à l'emprunt par une délibération de l'Assemblée délibérante qui comportera les caractéristiques essentielles de l'emprunt. Bien sûr, dans le cadre d'une délégation au maire ou au président de PCI, celui-ci prendra cette décision dans les limites fixées par l'Assemblée délibérante. Donc, bien sûr, dans les visages, il s'agira de mentionner la délibération de délégation de compétences. Ensuite, il y aura la signature du contrat par le maire ou le président de PCI. Alors maintenant, savoir si les emprunts sont encadrés et soumis au code de la commande publique. Donc alors non, effectivement, ça ne s'applique pas aux emprunts ni aux lignes de trésorerie. Et les collectivités sont libres d'emprunter à durée souhaitée, en euros ou en devises, à condition de se prémunir contre le risque de change, à taux fixe ou à taux variable. Enfin, les imputations budgétaires. Donc il faut distinguer le remboursement des emprunts, des intérêts de la dette et du capital de la dette. Alors les intérêts de la dette s'imputent au compte 66 en section de fonctionnement et le capital des emprunts s'impute au compte 16 en section d'investissement. Bien entendu, pour la première échéance, à chaque fois qu'il faudra rembourser, il conviendra de transmettre le tableau d'amortissement ainsi que le contrat d'emprunt au trésorier. Et après, à chaque échéance, l'avis d'échéance à mettre pour le trésorier afin de mandater la dépense. Voilà, maintenant je vais laisser la place à Caroline de Marquessac. Merci. Caroline de Marquessac, responsable du marché collectivité à la Banque Postale. Merci à l'AMF de nous avoir sollicité pour intervenir sur la question de la dette qui redevient un sujet, surtout à un tournant de mi-mandat. Donc merci pour cette prise de parole à 3 voix aujourd'hui. Donc de quoi on va vous parler ? On va vous parler de la constitution du dossier de prêt ou de votre courrier lorsque vous allez solliciter les différents partenaires bancaires. Avant de rédiger votre cahier des charges, il faudra partir de l'existant, partir de votre encours de dette pour comprendre, planifier et orienter votre stratégie bancaire lorsque vous solliciterez vos différents partenaires.
Il faudra aussi regarder les éléments d'actualité macroéconomique et financière, où en sont les décisions de la Banque centrale européenne en matière de politique monétaire notamment. Apprécier votre endettement actuel à travers les différents indicateurs qu'on retrouve notamment dans vos différents budgets ou comptes administratifs pour savoir d'où on va, d'où on vient et où on va. Et puis définir sur la période fin d'exercice 2023, alors certains d'entre vous sont peut-être en cours de consultation avec les banques, mais définir votre profil emprunteur ou redéfinir votre profil emprunteur sur la fin du mandat horizon 2026 pour savoir vers quoi vous avez envie de vous tourner en termes de sources de liquidité, sources de financement, prêteurs, type de taux, pour savoir où vous souhaitez atterrir en 2026, plus tôt ou encore plus tard. Et ensuite, je ferai un focus sur l'accélération des investissements climat. On en parle beaucoup depuis ces 12 derniers mois. C'est aussi des choses que vous pouvez valoriser dans vos cahiers des charges lorsque vous sollicitez vos partenaires bancaires. Et enfin, on terminera avec des éléments de cahier des charges que vous pouvez bien évidemment nous adresser, ainsi qu'à toutes les banques de la place. Donc, comprendre, connaître, planifier pour mieux orienter votre stratégie d'endettement. J'en parlais tout à l'heure, ça passe par la compréhension des mécanismes de taux d'intérêt. Je prendrai un petit peu de temps sur les conditions de taux court et de taux long dans quelques instants. Appréciation de l'environnement macroéconomique, apprécier l'existant dans votre stock de dette, sur vos ratios de dette. Et puis, en fonction des orientations de votre cahier des charges, vous projeter dans le futur et bâtir un cahier des charges qui répond le mieux, en tout cas, à vos besoins. Bien sûr, on verra aussi ce que vous proposent les banques. On n'arrive pas forcément à trouver pile poil ce dont on a envie en matière d'emprunt, mais en tout cas, c'est dessiner, on va dire, l'emprunt idéal. Donc, premier élément, c'est l'environnement macroéconomique et financier, puisque vous le savez aussi bien que nous, banquiers, le coût de votre dette va dépendre des décisions de notre Banque centrale, la Banque centrale européenne, qui a mis en place depuis les 18 derniers mois un cycle de relèvement de ses taux directeurs le plus rapide de son histoire. Combien de hausses de taux depuis l'été 2022 ? Beaucoup, c'est pas faux. On est à 10 hausses de taux. La dernière en date, septembre, palier au mois d'octobre, mais depuis 18 mois, c'est vrai qu'on n'avait jamais connu ça depuis la mise en place du système monétaire européen, en tout cas de la zone euro, 10 hausses de taux, en raison du contexte inflationniste que l'on a connu depuis le début de l'exercice 2022. Donc quand on parle de taux d'intérêt, il y a d'un côté le compartiment court de la courbe des taux d'intérêt, on parle des taux court, c'est ce que je représente à droite. Et on a aussi le compartiment long de la courbe des taux d'intérêt quand on se positionne sur des taux à partir, grosso modo, de 10 ans. 10, 15, 20, 30 ans ou plus. Donc ce que je représente à gauche, c'est l'évolution du taux d'intérêt de long terme, le taux de swap euro à 20 ans. Vous le voyez, sur le début de l'année 2021, on est aux alentours de 0, si ce n'est négatif. Et à partir du début de l'année 2022, le taux 20 ans commence à repartir à la hausse jusqu'à atteindre à peu près les 3% dans les conditions de marché d'hier. Pourquoi est-ce qu'on parle du taux de swap 20 ans ? Parce que c'est la matière première sur les marchés financiers lorsque les collectivités locales, mais les particuliers ou les entreprises vont chercher cette liquidité pour aller coter notamment un taux fixe. Au-dessus de cette courbe bleue qui représente donc le taux interbancaire à 20 ans, hors marge bancaire, je vous ai indiqué les différents taux d'usure. Alors c'est vrai que les taux d'usure, on n'en parlait pas avant l'année 2022 où ils ont commencé à être problématiques, puisque le taux d'usure, c'est le taux maximum au-delà duquel un banquier ne peut pas faire de proposition de crédit à une personne morale de droit public, donc vous, collectivité. Et on s'est aperçu qu'au deuxième trimestre et au troisième trimestre 2022, le taux d'usure était quasi équivalent au taux du marché, ce qui a rendu plus complexe, peut-être que vous y avez été confronté, le recours au taux fixe quand les banques ne pouvaient pas proposer ce type de taux. Donc retenez que sur la partie, on va dire le compartiment long de la courbe des taux, on est sur des niveaux proches de 3%, sur des taux hors marge entre 15, 20 et 25 ans, puisqu'on a une configuration de courbe des taux qui est plate sur les maturités longues, un environnement particulièrement exceptionnel. Et du côté des taux d'intérêt de court terme,
Les taux d'intérêt de court terme, c'est ceux que vous allez utiliser lorsque vous souscrivez une ligne de trésorerie, une ligne de crédit, maximum 12 mois. On va chercher un taux jour le jour. Ou encore, on va chercher un index monétaire européen, le Ribor 3 mois, quand on souhaite signer un contrat à taux variable. Et de quoi dépend l'évolution de ces taux courts? Ça va dépendre des décisions de la Banque centrale européenne. Et on le voit bien ici sur le graphique de droite, où on a le taux refi, le principal taux directeur de la Banque centrale, qui est passé de 0, un point bas historique depuis, je vois pas très bien, depuis 2016, qui est passé de 0 à 450 points de base, 4,50% en l'espace de 18 mois. Donc mécaniquement, le relèvement des taux d'intérêt de la Banque centrale ont conduit à un relèvement des taux d'intérêt de court terme sur lesquels vous allez payer vos emprunts à taux variable, Euribor 3 mois, Euribor 6 mois, Euribor 12 mois. À côté, mais mon collègue Bruno Coquemont en parlera tout à l'heure, le livret A. Le livret A qui est figé à 3% depuis août 2023 et jusqu'en février 2025, qui lui est un petit peu ou même carrément hors marché puisqu'il est toujours à 3% quand on a un Euribor 3 mois interbancaire européen qui est aux alentours de 3, j'ai plus le chiffre en tête, mais 3,96. Donc des taux qui renchérissent le coût de la dette nouvelle lorsque vous allez solliciter vos partenaires bancaires cette année et les années qui viennent, et des taux d'intérêt de marché qui vont aussi renchérir le coût de votre dette existante. Banque centrale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dit hausse des taux depuis 18 mois, mais en pause depuis le mois d'octobre. Pourquoi est-ce que la Banque centrale a décidé de faire une pause dans son resserrement monétaire? Parce que le contexte commence à s'infléchir du côté de l'inflation en zone euro. On a eu des pics l'année dernière. L'inflation au mois d'octobre a reflué aux alentours de 4 et quelques, après 5% sur le mois de septembre et un peu plus sur le mois d'août. Donc reflux de l'inflation en zone euro. Et du côté du PIB, du côté des perspectives de croissance, on s'aperçoit que la croissance européenne, la croissance de la zone euro commence à s'essouffler. Donc ralentissement de la progression des prix, un PIB européen qui a été pour la première fois négatif sur le troisième trimestre 2023. Donc on n'est pas encore en récession technique, puisque la définition économique, c'est 2 trimestres consécutifs de PIB négatif. Mais ça marque quand même un tournant dans l'environnement macroéconomique dans lequel nous, agents économiques, publics, privés ou particuliers, on se retrouve quand on est en situation d'emprunter. Donc pause dans le resserrement monétaire, et quand on regarde les prévisions du côté des économistes sur les perspectives 2024, on pourrait rester sur ce palier de 4,50 sur le taux refi de la Banque centrale, peut-être jusqu'au milieu de l'année 2024, avant peut-être de voir une diminution de ce taux directeur et mécaniquement un abaissement potentiel des taux d'intérêt de court terme et de long terme. À cela s'ajoute un certain nombre d'incertitudes, puisque vous le savez, l'évolution géopolitique du côté du Proche-Orient fait qu'on a aussi une incertitude sur l'évolution des prix du pétrole. Si le pétrole repart à la hausse, à nouveau emballement des prix avec une inflation importée. Et dans cette situation, que fera la Banque centrale européenne pour piloter la machine, sachant que son principal objectif en tant que banque centrale, c'est pas l'emploi, c'est pas le PIB, c'est maintenir une inflation proche de 2%. Et quand on regarde les prévisions de la Banque centrale du mois de septembre, on devrait arriver vers ces 2% à horizon, je vois pas très bien, à horizon 2025, 2,1% horizon 2025. Donc pause dans l'évolution des taux d'intérêt. Donc ça veut dire pour vous emprunteurs composés avec des taux entre 3 et 4, 4,5% en fonction des conditions qui vous sont proposées par les établissements de crédit. Voilà pour l'environnement économique, financier et donc monétaire avec lequel vous composez. Après, quand on regarde votre structure de dette, votre encours de dette, ça commence par vous approprier les différents ratios d'analyse financière ou les différents ratios d'endettement pour savoir comment qualifier votre encours et comment vous souhaitez l'orienter vers d'autres choses en passant par de la dette nouvelle. Donc il y a des choses que vous connaissez très certainement, l'épargne brute et le taux d'épargne brute. C'est un indicateur qui vous donne des informations sur la santé financière de votre collectivité. Le taux d'épargne brute, on rapporte l'épargne brute en volume sur l'ensemble de vos recettes réelles de fonctionnement. Donc un taux d'épargne brute est considéré comme
très bon pour un banquier, pour un analyste financier, pour une agence de notation quand on est au-delà de 10, 12 ou 15%. Globalement, je n'ai pas les données 2022 en tête, je ne sais pas si mes collègues des études sont là, mais on doit être aux alentours de 14 ou 15% au global, toutes collectivités confondues. Donc c'est un ratio financier sur la situation financière de votre collectivité. Deuxième ratio que vous pouvez utiliser, c'est celui du taux d'endettement. Il fait partie des 11 ratios légaux que vous avez sur les premières pages de vos budgets, lorsque vous regardez vos BP et vos comptes administratifs. Ratio d'endettement, c'est on rapporte votre encours de dette au 31 décembre sur l'ensemble de vos recettes réelles de fonctionnement. Globalement, le seuil d'alerte est aux alentours de 100%. Il faut rester en deçà de 100% pour être considéré comme bien positionné. Troisième ratio, qui ne fait pas partie des ratios légaux, c'est la capacité de désendettement. Le nombre d'années théoriques nécessaires pour rembourser votre dette si vous y consacrez l'ensemble de votre épargne brute. Là aussi, ce ne sont pas des ratios obligatoires, mais quand on regarde la précédente loi de programmation des finances publiques, on donnait au bloc communal, communes et interco, une indication autour de 12 ans. Il ne faut pas dépasser 12 ans pour franchir ce seuil. Et tout à l'heure, vous le disiez dans l'introduction, on est globalement bien positionné avec un ratio désendettement proche de 5 ans. Donc, de ce point de vue-là, sans préjuger des situations individuelles, globalement, le bloc communal reste bien loti là-dessus. Et enfin, autre ratio légal, le ratio numéro 5, la dette par habitant. Moi, je ne le regardais pas forcément souvent quand j'analysais la dette des collectivités que je suivais, mais ça peut être regardé pas mal par les élus pour vous comparer par rapport aux collectivités de votre strate. Et c'est des choses qu'on retrouve très bien sur le site de la DGFiP. Donc, vous commencez à appréhender les ratios financiers et nous avons une question. C'est la POP INSEE, il me semble. POP INSEE divisé par dette par population INSEE. Mais vous n'avez pas de maximale, non. Mais on se compare beaucoup par rapport à votre taille de collectivité. Après, chacun met en avant d'autres spécificités selon qu'on soit commune touristique, littorale ou autre. Donc voilà, ça peut être complexe de regarder la dette par habitant. On regarde aussi les dépenses d'équipement par habitant, parce que si on est sous-endetté, mais sous-équipé ou avec peu d'investissement, c'est des choses qui peuvent se mettre en relation. Tout l'intérêt quand on fait de l'analyse financière et de la gestion de la dette en particulier, c'est de faire parler les chiffres pour essayer de comprendre le contexte. Après, en tant que collectivité, financier ou élu, l'objectif, c'est de définir votre stratégie d'endettement à court et moyen terme, peut-être sur un horizon fin de mandat 2026, et qualifier votre encours, qualifier pour essayer de faire parler les chiffres. Est-ce qu'on peut dire que votre dette, est-ce que vous savez si votre encours est performant ? Coûteux? Est-ce qu'il est souple? Est-ce qu'il est rigide? Est-ce que vous avez une dette diversifiée ou plutôt uniforme, simple ou complexe? Or, derrière ces mots, on peut mettre une charte de bonne conduite, une charte Gisler, une répartition du risque de taux. Mais quand vous regardez les comptes de votre collectivité, n'hésitez pas à demander à votre responsable des finances qu'est-ce que je dois retenir de ma dette en termes de coût, de durée, de composition. C'est peut-être les 3 questions à minima qu'il faut vous poser en amont de constituer votre cahier des charges. Et donc, dans les caractéristiques financières, j'en parlais, c'est le coût moyen. Donc maintenant, vous savez comment l'apprécier au regard de l'environnement financier et monétaire. Et autre indicateur financier, la durée de votre dette. Globalement, il vous faut combien d'années pour rembourser le dernier euro de la dette de l'emprunt le plus long dans votre encours. Les taux moyens, je pense qu'en général, on est aux alentours de 10 ou 12 ans. Mais est-ce que vous avez une dette plutôt longue? Si vous avez sorti un gros équipement et l'emprunt de la décennie sur 30 ans, forcément, vous allez vous retrouver avec une dette un peu plus longue qu'une collectivité qui n'a pas emprunté récemment ou qui emprunte sur des durées de 10 ou 15 ans. Et puis, autre élément important, j'en parlais, c'est la composition de votre stock de dette. Veillez toujours à répartir votre dette. Ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, familièrement. On répartit en fonction des prêteurs, en fonction des sources de financement, liquidité, et en fonction de la nature des taux que vous allez souscrire. On va pas mal en parler, entre Euribor fixe, livret A, peut-être inflation française plus marge, je ne sais pas. Mais diversifiez bien votre encours de dette. Et quand on parle taux fixe contre taux variable, il y a des risques associés à chaque nature de taux, qui sont les risques différents, mais qu'il ne faut pas, avec lesquels il faut composer quand on construit son camembert de dette, ce qu'on vous propose un petit peu à droite. L'avantage de signer un taux fixe, là j'enfonce une porte ouverte, c'est la stabilité de votre charge financière pendant toute la durée du crédit.
Le gros inconvénient d'un taux fixe, c'est que quand les taux baissent, on ne peut pas ou très difficilement le renégocier. L'inconvénient du variable, c'est que ça varie. Donc quand les taux augmentent, et c'est le cas depuis 18 mois, vous aviez l'habitude de payer 1% depuis 2014-2015. Là, on se retrouve à payer Euribor à 4% plus la marge qui est prévue contractuellement. Il faut que vous puissiez faire face aussi à ces intérêts en hausse dans vos dépenses de fonctionnement. Mais l'avantage d'un emprunt à taux variable, c'est qu'il est plus souple parce qu'il permet une renégociation potentielle ultérieure si vous souhaitez retravailler la dette. Et puis en période de diminution des taux d'intérêt, ce qui était le cas sur la décennie écoulée, ça a permis aux emprunteurs de réduire au maximum leurs charges financières. Alors je pondère tout ça aussi avec le poids des intérêts dans les dépenses réelles de fonctionnement des collectivités. Ça n'a rien à voir avec le poids du 0,12. On est sur moins de 2% de l'ensemble de vos charges de fonctionnement. Donc certes, la dette augmente. On avait l'habitude d'une décennie de taux bas, mais ça reste limité dans vos budgets de fonctionnement. Autre élément, lorsque vous êtes emprunteur, alors il reste un mois avant les vacances de Noël pour les collectivités qui vont lancer leurs emprunts de fin d'année, leurs emprunts d'équilibre. Il y en a qui ont l'habitude de faire un emprunt par an. Évitez peut-être le dernier mois de l'année. Alors il y a de la liquidité, il y en a partout auprès de mes confrères, il n'y a pas de souci, mais gardez-vous quand même du temps pour poser les choses, rédiger votre cahier des charges et peut-être négocier, échanger avec votre banquier, donc ne pas le faire dans l'urgence. Et pour les collectivités qui sont en général de grande taille et des emprunteurs récurrents, n'hésitez pas à faire 2 consultations bancaires dans l'année, une avant l'été. Vous sondez le marché, vous sondez vos partenaires financiers, puis vous sécurisez peut-être un taux d'intérêt qui vous convient, en sachant pas trop où sont les taux d'intérêt en fin d'exercice. Et puis surtout, n'hésitez pas à affiner votre besoin d'emprunt tout au long de l'exercice. Et au moment où vos services techniques vous font remonter de quoi vous avez besoin pour boucler l'emprunt de fin d'année, vous réalisez la 2e tranche. Si vous avez un emprunt de petit volume à réaliser sur l'exercice, commencez à vous attaquer à la chose à la fin de l'été, septembre-octobre, pour solliciter vos partenaires bancaires. Et puis dans le cahier des charges, on y reviendra, définissez les caractéristiques financières. Je demande du fixe et du variable. Aujourd'hui, le variable est quand même préconisé par pas mal de cabinets de conseil pour aller chercher de la souplesse et éviter de figer des taux d'intérêt à un niveau élevé, surtout si on pense que la Banque centrale va baisser ses taux peut-être de 25 points de base en 2024. Fixe, variable, durée et surtout ce qu'on appelle la phase de mobilisation des fonds, la phase de préfinancement. Quelle est la date ultime à laquelle vous pensez avoir besoin de 300 000 € ou de 500 000 €? Est-ce que vous êtes certain d'avoir besoin de recevoir les fonds le 20 décembre? Ou est-ce que s'il y a une incertitude, on ne va pas demander à la banque d'avoir une phase de mobilisation un petit peu plus longue, mettons juin 2024? Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut poser à vos établissements de crédit dans vos cahiers des charges. Et puis, quand on définit une stratégie d'endettement, on va définir aussi ce que j'appelle son profil emprunteur. Alors, c'est des questions que vous posez sans doute depuis quelque temps. Profil emprunteur, c'est quels sont le ou les objectifs que vous recherchez lorsque vous signez un contrat de prêt. Est-ce que vous recherchez ce que j'ai noté en jaune, l'avantage financier, l'offre la mieux disante, pour retenir l'offre la plus performante financièrement? Est-ce qu'on va rechercher la souplesse, une phase de mobilisation plus ou moins longue, à caractère evolving, si vous souhaitez aussi jouer avec votre niveau de trésorerie, ce qui est un autre sujet mais intéressant. Est-ce que vous êtes un gros emprunteur? Et là, on va chercher du volume par tranche de dizaines ou centaines de millions d'euros, ce qui n'est peut-être pas votre situation dans la pièce, mais ça peut être aussi un point important pour les gros emprunteurs. Et enfin, la recherche de sens que l'on peut mettre sur beaucoup de choses, sur la destination du projet, sur son prêteur, sur les indicateurs extra-financiers de la collectivité ou sur l'origine de cette liquidité. Troisième élément, donc orienter la recherche des financements selon la thématique des projets. Or, c'est quelque chose dont on parle depuis, on va dire, 2 ou 3 ans, mais c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Il y a toujours eu ce qu'on appelle le financement global de la section d'investissement. On met en place un emprunt de 3 millions sur 20 ans une fois par an. Et cet emprunt de 3 millions fait de la voirie, fait des véhicules, fait un peu de bâtimentaire, un petit peu tout est globalisé à l'intérieur.
Et puis on parle de plus en plus de financement de projets, financement fléché vers des projets spécifiques. Alors c'est des choses qui ne sont pas du tout nouvelles, hein. Nos confrères de la Banque des Territoires, Caisse des Dépôts en fait depuis, je ne vais pas dire 15 ans, mais sans doute beaucoup plus. Financement de projets dédiés sur des durées souvent longues, voire très longues. Et puis tout ce qui relève des financements porteurs de sens, vers ce vers quoi vous avez envie d'insister, ce qu'on va chercher des financements pour répondre par exemple à des éléments en matière de décarbonation, de stratégie nationale bas carbone. Donc ça, c'est des choses dont on parle beaucoup aussi depuis 12 mois. Je vous présente des éléments de l'étude de l'Institut de l'économie pour le climat, I4CE, qui a sorti son étude l'année dernière, et une étude actualisée début novembre, notamment par mes collègues de la direction des études, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut financer les investissements climat à horizon 2030. Alors pourquoi 2030 ? Parce qu'on est, en tant que pays, dans l'Union européenne, on est dans le cadre de ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, qui vise à ce que collectivement, agents publics et agents privés, entreprises, agissent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 de 55%, pour atteindre à horizon 2050 l'objectif de continent européen neutre en climat. Et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour mettre en place cette stratégie un peu de décarbonation, I4CE a évalué à 12 milliards le volume des investissements annuels récurrents que les collectivités devraient porter pour atteindre ces objectifs en 2030. Une très grosse partie des investissements climat qui sont ciblés sont portés par des compétences obligatoires facultatives et souvent des éléments réglementaires à la charge du bloc communal, sachant qu'on est très très certainement sur un chiffrage des investissements à minima, puisque là-dedans, on ne prend pas en compte l'eau, l'assainissement ou encore les déchets. Donc là, c'est attirer votre attention sur le fait que la finalité des projets aujourd'hui vise à regarder derrière ce que l'on met en termes d'indicateurs pour réduire, par exemple, ces gaz à effet de serre. Et une très grosse partie des investissements climat est fléchée vers les mobilités, qu'on soit sur de l'infrastructure, sur du matériel roulant, sur des véhicules à faible émission ou des bornes de recharge électrique. Il y a beaucoup de choses sur les mobilités et 2,7 milliards sur la rénovation énergétique des bâtiments publics, avec un gros volet du côté de la Banque des Territoires, notamment sur le bâti scolaire, le plan Édurénov. Donc des investissements climat de plus en plus fléchés. Et puis vous aussi, en tant qu'emprunteur, vous pouvez aussi de reboucler la boucle et d'aller chercher des partenaires qui sont aussi engagés et reconnus comme tels en faveur des transitions, les transitions au sens large, transition écologique, transition sociale, et regarder un petit peu comment ils sont classés par les agences de notation extra-financière. C'est des choses que vous retrouvez facilement sur différents sites, par des ONG ou par des associations. Et enfin, pour terminer, lorsque vous constituez votre cahier des charges, qu'il soit court et qu'il soit précis, et surtout débroussaillez bien en amont les principales questions que vous vous posez pour ne pas vous retrouver avec beaucoup de choses dans les réponses et des offres surtout qui ne soient pas comparables entre elles. Donc précisez bien le montant, la date à laquelle vous avez besoin de recevoir les fonds, c'est important. Demandez du fixe et demandez du variable. Précisez aussi le type d'amortissement ou la périodicité, parce que si vous demandez à votre banque 15, 20, 25 et 30 ans, amortissement progressif, linéaire, fixe et variable, périodicité trimestrielle, annuelle, vous allez vous retrouver avec 30 ou 40 cotations différentes. Et ce sera quand même plus compliqué à analyser. Donc tout ce que vous ne débroussaillez pas en amont, il faudra le débroussailler en aval quand vous aurez les 30 lettres d'offres sur votre table. Rajoutez aussi quelques lignes sur la présentation de votre collectivité. En principe, les chargés d'affaires vous connaissent et vous rencontrent une fois par an, en tout cas vous passent un coup de fil. Rappelez les principaux ratios financiers d'analyse, les projets phares que vous avez sur l'exercice ou sur le mandat. Et puis, lorsque vous cherchez un emprunt fléché, un emprunt dédié, et parlez du projet sur lequel vous souhaitez rechercher cette liquidité, parce que derrière, votre chargé d'affaires vous demandera de faire remonter un certain nombre d'indicateurs d'impact que vous mettrez notamment en place, si c'est avec la Banque Postale, dans les annexes au moment de la signature des prêts verts, ou en tout cas des prêts sociaux.
Donc court, précis, anticipez, n'attendez pas la fin de l'exercice et puis sachez apprécier votre dette existante, la dette où vous souhaitez aller, si vous empruntez 300 000, 1 million ou 3 millions d'ici la fin du mandat, sachez quelle composition de stock de dette vous souhaitez avoir en place et puis consultez le maximum de prêteurs en gardant du temps pour échanger avec eux et pour négocier. Voilà, merci, je vous avais terminé. Bien, bah écoutez, ok. Alors je me posais une petite question, d'ailleurs moi aussi, pendant quelques temps, on avait des problèmes d'accès aux liquidités à cause de ratios prudentiels, les ratios de Bâle. Et puisque nous, effectivement, on ne dépose pas nos liquidités de la même façon, elles sont trésor public. Est-ce que ça a changé ou pas? Vous avez toujours le même problème? Pour l'instant, on a toujours des ratios à respecter, mais ça ne pose pas souci sur la disposition de la liquidité à destination des emprunteurs publics. Ça a changé parce que quand l'AFL a été créée, l'AFL qui est présente, hein, Bruno... pas Bruno, Philippe Rogier, Philippe, prendra la parole tout à l'heure, c'était précisément parce qu'à l'époque, certaines collectivités, j'en ai autour de moi, hein, n'est-ce pas Dominique, avaient des problèmes d'accès au crédit. Alors, peut-être avant de donner la parole à Bruno Coquemont, oui aussi, qui va prendre la parole, Dominique Peduzzi, mon collègue, va rebondir et puis on va commencer les échanges avec la salle. Alors, et on vous donnera la parole après pour que cette réunion soit interactive. Alors juste pour compléter, les ratios prudentiels, c'était les exigences de fonds propres quand on est une banque et qu'on veut prêter à une entité publique ou un hôpital. Si je prête 100, combien je dois avoir en fonds propres? Je crois que je regarde mon responsable, c'est 20, je crois. Et c'est sans doute différent du côté de l'agence France locale, me semble-t-il, ou ça reste c'est 20. Ok, c'est pareil. C'est la transition qui était compliquée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait que la dette d'État qui rentrait dans les cursus européens. Et à un moment donné, on a réintégré. Il a été réintégré la dette hospitalière et la dette des collectivités locales. Et à ce moment-là, il nous a manqué à peu près 40 milliards de disponibilité pour les investissements locaux. D'où la mobilisation de l'Association des maires de France et de Jacques Pélissard à l'époque, qui s'est beaucoup battu pour qu'on puisse utiliser une partie de l'argent des collectivités de manière sécurisée. Mais ça, c'est pas moi qui vais faire la présentation. Et pour retrouver, à l'époque, entre l'effort des collectivités plus quelques modifications et des obligations qui ont été données à des organismes bancaires de remettre de l'argent, il nous a manqué 40 ou 50 milliards et on a retrouvé 20 milliards de disponibilité. C'est autant de travaux qui ne pouvaient pas se faire. On n'avait aucune réponse d'aucun organisme à cause de ces critères BAL 3 qui avaient été revus. Et critères, et contexte de crise de liquidité, il y a plus de 15 ans, effectivement, où tous les tuyaux étaient bouchés sur le marché. Plus un acteur international qui s'est effondré et qui représentait la moitié de la disponibilité des crédits aux collectivités. Tout à fait. Et puisqu'on est à faire de l'histoire, parce que vous avez dit c'est la première fois depuis que la Banque européenne existe qu'on voit cette répercussion, cette rapidité. Alors n'oubliez pas qu'on vient pas de 10 ans et que pour ceux qui ont connu la Banque de France, l'inflation à 16 ou 18%, les taux d'intérêt à 14%, ça bougeait pas mal aussi à l'époque. Et puis peut-être sur l'histoire, moi je suis maire d'une commune de 1700 habitants et je suis là depuis 1995. Et la lecture qu'on a fait de la dette de la commune pour les organismes qui proposent des prêts d'un côté, donc des emprunts de l'autre, c'est assez rigolo parce que tous les 5 ans, ça change. Moi, quand je suis arrivé comme maire, on m'a dit « vous n'êtes pas assez endetté, monsieur le maire ». L'argent n'est pas cher, allez-y. Puis après, on m'a dit il faut faire attention. Puis après, il y a eu l'histoire qu'on vient de réévoquer. Et donc, en fonction des modes, des politiques et des critères nationaux et internationaux, le même projet communal ou intercommunal, il va être vu de manière différente. Petite alarme, sur les emprunts que vous devez ou que vous voulez discuter en fin d'année. Vous avez dit tout à l'heure, c'est pas grave si on passe le 31 décembre. Alors faites attention, si vous avez décidé d'un investissement, à la fin d'année, vous devez le mettre éventuellement en RAR, reste à réaliser. Or, techniquement, ce qui ne s'est pas fait pendant de très nombreuses années,
Quand on mettait le RAR, on faisait la dépense, puis on mettait la recette d'un emprunt qui n'était pas contracté. Aujourd'hui, les percepteurs et les perceptrices sont très attentifs à ça. Si l'emprunt n'est pas débloqué, vous vous retrouvez avec un déficit d'investissement que vous devez combler au préalable de la construction de votre budget. Vous videz votre section de fonctionnement. Donc, vous ne pouvez pas boucler votre... Donc, si jamais vous ne déclenchez pas l'emprunt au 31 décembre, ce n'est pas grave. Mais dans ces cas-là, votre investissement, vous ne le mettez pas en RAR. Vous le réinscrivez l'année suivante et ça vous permet de ne pas déséquilibrer l'alimentation de votre partie fonctionnement de votre budget. Quand on se retrouve devant la décision, devant cette situation, que le percepteur vous dit à un moment donné « Non, l'emprunt, vous ne l'avez pas développé, vous ne pouvez pas le compter comme recette », je peux vous garantir que ça donne quelques cheveux blancs. Donc faites attention à cette possibilité de discuter des emprunts d'une année sur l'autre et faites attention à vos RAR parce que sinon ça peut créer des grosses tensions. Donc ça c'est la première chose. Petit truc et astuce dans vos délibérations, quand vous décidez d'un investissement, peu importe lequel, n'oubliez pas une petite phrase magique. Le conseil municipal, lui, décide d'un investissement et après il n'a pas à faire la liste de tout ce qui est assigné. En bas vous mettez que le conseil municipal autorise la signature de tout document lié à la décision qui vient d'être prise. C'est une petite phrase magique, mais qui vous permet dans le parcours des négociations, des emprunts, du document de notaire, de la carte grise, de ceci, de cela. Si vous mettez cette petite phrase, le conseil municipal autorise à la signature de tout document qui conduit à l'exécution de la décision. Eh bien avec ça, vous aurez très peu de gens qui viendront vous embêter. Je le fais depuis qu'on m'a embêté, ben maintenant on ne m'embête plus. C'est beau l'expérience quand même, hein, vous avez vu. Hein, il faut. Le pragmatisme vosgien. Et puis regardez aussi, parce que des fois la dette c'est un peu honteux. Si, dans l'ancien temps. La dette, il faut que vous en serviez. C'est pas parce que vous avez l'auto-investissement possible qu'il faut pas regarder un emprunt, même à court terme. Parce que si vous avez de l'autofinancement et que vous asséchez votre compte parce que vous pouvez vous payer cash quelque chose, la petite blague de l'augmentation de la masse salariale à 4,5%, la petite blague de l'énergie qui explose, etc. Préservez votre autofinancement. On a parlé tout à l'heure de trésorerie. Tout ça, c'est lié. N'hésitez pas, même si vous avez les sous, n'hésitez pas à faire un emprunt court, 3-4 ans, et à préserver votre autofinancement. Ça, c'est des choses qui peuvent être importantes. Et puis, quand vous empruntez, il y a toujours deux choses. Hein. Il y a le coût de ce qu'on achète, et puis il y a le financement du FCTVA et des subventions. Le Covid a créé des gros décalages dans l'exécution des chantiers, donc dans la réalisation de la liquidation du FCTVA ou des subventions qui étaient liées à la réception des chantiers. Et du coup, il faut que vous soyez vigilants quand vous discutez du financement du FCTVA et des subventions éventuelles. Prenez des termes un peu plus longs. Ne comptez pas juste 6 mois après la réception de chantier, etc. N'hésitez pas à prendre un terme un peu plus long, quitte à, dans la discussion commerciale, à pouvoir rembourser avant. Mais c'est très compliqué quand vous n'avez pas les recettes que vous attendiez et qu'on vient sonner à la porte de la mairie en disant « vous me devez de l'argent, ça serait bien que vous me le rendiez ». C'est dans le cas d'un prêt relais en attente d'une recette. Oui, là, je n'ai pas parlé de prêt relais, mais effectivement, sur le court terme, oui, il faut y aller. Oui. Bien, on va continuer avec quelques interventions et questions avant de donner la parole à M. Coquemont. Merci encore une fois, Dominique, de ces interventions pragmatiques, le bon sens du terrain. Allez, qui veut s'exprimer? Nathalie, vous voulez dire? Juste, on va prendre quelques questions. Juste vous dire que tout ce qui est en train d'être développé fait l'objet d'un guide qui est à votre disposition en sortant. Parce que je vois que certaines personnes qui prennent en photo le PowerPoint. Donc, tout est dans le guide blanc à la sortie, si vous souhaitez donc le prendre. Voilà. Si vous avez des questions. Merci pour ces présentations qui ont été très claires. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste des finances,
Mais bon, lorsqu'on a besoin donc d'emprunter de l'argent, moi je vois en fait trois organismes prêteurs de façon sommaire, j'ai envie de dire. Soit ce sont des banques privées, soit la Banque des Territoires ou l'AFL. Je ne sais pas si c'est complet ce que je dis, mais enfin bon. Il y a donc trois possibilités qui s'offrent, j'ai l'impression. Comment faire ces choix? Est-ce que c'est uniquement en fonction des taux proposés? Et deuxième question, est-ce que la Banque centrale peut-elle influencer ces trois types d'organismes prêteurs? Moi, je veux bien. Donc, vous avez cité mes confrères, la Banque des Territoires, l'Agence France Locale, Banque Postale, qui fait aussi partie des prêteurs principaux, on va dire, sur la place. Vous avez tous les autres, Agricole, Caisse d'épargne, Arkea, Mutuelle, Société Générale, des banques allemandes et autres. Donc, il y en a pléthore. Solliciter le maximum pour pouvoir vous faire votre avis. Après, dans la sélection de l'offre que vous avez sur la table, est-ce que déjà elle répond au cahier des charges que vous avez établi sur le volume, sur la date de départ, sur les caractéristiques de durée d'amortissement ou de phase de mobilisation, et puis sur tous les autres éléments sur lesquels j'ai essayé d'attirer votre attention? Est-ce que vous avez envie de travailler avec ce prêteur parce qu'il est reconnu sur la place comme étant plutôt une banque engagée sur le climat? Est-ce que vous voulez être adhérent de votre propre banque? Philippe vous en parlera dans quelques instants. Ça fait partie des choses à poser sur la table quand vous décidez. Et autre élément, c'est la souplesse. Quand je dis souplesse, c'est se dire, quand on signe un contrat qui va s'amortir sur 15, 20 ou 30 ans, gardez-vous, pas forcément sur 100% de votre dette, mais sur 25-30%, une partie des contrats sur lesquels vous aurez la main pendant 30 ans pour pouvoir, si besoin est, c'est pas forcément toujours le cas, de retravailler les caractéristiques financières ou de durée. Parce que quand on s'engage sur des périodes aussi longues, quelquefois, il se passe des choses dans la vie d'une collectivité qui fait qu'on a besoin à un moment donné de rallonger sa dette. Et si vous avez 100% de taux fixe avec 100% d'indemnité prohibitive, ce sera possible, mais ce sera coûteux. Donc quand je parle de souplesse, c'est souvent via des contrats à taux variable qui ont des indemnités beaucoup moins onéreuses que sur du fixe. Et après, côté banque centrale et influence sur les autres banques, la banque centrale, elle ne va pas dire aux établissements de crédit comment agir, mais par contre, ce sont ces interventions qui vont déterminer l'environnement de taux dans lequel on vit. Donc ce sont les interventions de la BCE, donc elle se réunit une fois par mois avec son conseil de gouverneurs, elle prend le pouls de l'environnement macroéconomique pour dire moi, banque centrale, j'interviens, et après les banques vont dépendre de cette ressource plus élevée aussi sur les marchés, donc vous servir des taux qui sont liés avec cet environnement de taux européen. Toutes les banques, sauf plus ou moins impactées selon leurs conditions de ressources et leur qualité de signature, parce qu'une banque aussi a une qualité de signature qui va faire qu'elle va se financer sur les marchés à un prix peut-être plus attractif que sa voisine, avec la particularité aussi du livret A du côté de la Banque des Territoires. Allons-y. Je vais essayer d'être rapide. Pour vous confirmer que les emprunts, ça donne des cheveux blancs. C'est vrai. Et je suis bien placé pour le savoir. Ce que je vais, moi, vous exposer, finalement, Aurélien avait présenté un peu le contexte juridique, réglementaire des emprunts. Et Caroline a précisé le profil d'emprunteur et un peu on va dire, comment on construit son cahier des charges. Une fois qu'on a défini son profil d'emprunteur, une chose importante, c'est de définir quel profil d'emprunt je veux. Qu'est-ce que je vais vouloir prendre comme emprunt? Quelles vont être les caractéristiques des emprunts que je vais souhaiter contractualiser? Donc là, ce qu'on va évoquer, grosso modo, ça va être l'index, qui est une caractéristique essentielle d'un emprunt. Et je ferai un petit focus sur le livret A, je ne peux pas m'en empêcher. Je suis désolé, c'est mon ADN. Les profils d'amortissement et les caractéristiques associées.
Et puis enfin, on l'a évoqué, les indemnités de remboursement anticipé, pour préciser un peu ce qu'on entend derrière indemnité de remboursement anticipé, notamment indemnité actuarielle, ce qui est un peu barbare comme terme. Et puis vraiment un dernier focus sur le TEG, le taux effectif global, qui vous permet de comparer des offres de caractéristiques similaires. Alors les index, pour rappeler, donc on classe les index selon la classification Gisler, donc ça va du 1 au 6 du A au F. Donc le 1A c'est le moins risqué, jusqu'au 6F qui est le plus risqué. Les risques, on va les retrouver en fonction, par exemple, de contrats qu'on a vus dans le passé, des contrats libellés dans des devises étrangères ou indexés sur des cours de change, le dollar contre le franc suisse. Ils sont assez décorrélés du quotidien d'une collectivité. Donc moi, je vais rester sur des choses beaucoup plus sobres. Je vais vous évoquer deux types d'index principaux. Les prêts à taux fixe, ce qui en soi n'est pas un index, mais un prêt à taux fixe. Donc effectivement, le prêt à taux fixe a un gros avantage, c'est que dès le départ de l'emprunt, on sait exactement ce qu'on va payer. Donc on connaît toutes les échéances de nos prêts, donc c'est très facile d'avoir de la visibilité sur un emprunt. Alors, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, dans un contexte, par exemple, de taux élevés, alors je ne dirais pas qu'aujourd'hui on a un contexte de taux élevé, puisqu'on a connu des taux bien plus élevés que ça, mais dans un contexte où les taux pourraient baisser, ben, on fige un taux sur une durée longue à un niveau qui va peut-être baisser. Et en soi, quand on prend un prêt à taux fixe, finalement, on fait un arbitrage. C'est-à-dire qu'on va considérer que le taux qui nous est proposé est meilleur que l'évolution des taux qui va se produire dans le futur. Alors, le taux fixe, il dépend des conditions des marchés financiers à l'instant T. Ça veut dire qu'en général, lorsque vous consultez des établissements bancaires, des établissements de crédit ou autres, les taux fixes qui vous sont proposés sur des durées de validité très courtes. Ça peut aller de la semaine au mois, puisqu'en fait, les données de marché évoluant, bah, le taux évolue, donc il faut réagir assez rapidement. Et puis, donc, à côté de ça, vous allez avoir ce qu'on appelle les taux variables ou révisables, selon, qui vont s'appuyer sur des références. Donc, on va parler d'un taux qui est composé d'un index et d'une marge. Donc l'index, il peut être de plusieurs types, soit une référence de marché, type Euribor, type Ester, soit un indice macroéconomique, par exemple l'inflation, hein, donc un prêt indexé sur l'inflation, ou une formule, le livret A par exemple, et je reviendrai sur le livret A. Donc, à côté de cet index, vous allez avoir une marge qui va être définie. Donc, par exemple, Euribor 12 mois plus 0,80% qui va s'ajouter à la valeur de l'index à chaque échéance. Donc, la marge, elle va dépendre de plusieurs choses. D'abord, des conditions de financement des banques en fonction de la liquidité auxquelles ont accès les banques. Ça peut être plus ou moins, la marge va être plus ou moins élevée puisqu'en fait, elles vont reporter le coût de leur financement dans le coût des prêts qu'elles vont octroyer. Ça va dépendre de la qualité de crédit de l'emprunteur, en fonction d'un emprunteur qui est de bonne ou de moins bonne qualité, mais également et surtout dans le marché des collectivités, ça va être aussi la pression concurrentielle, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de banques qui viennent pour aller accorder l'emprunt, il y a une chance que la marge baisse. Et puis, enfin, les caractéristiques financières des emprunts. La durée du prêt peut avoir un impact sur cette marge. C'est quelque chose d'important. On a aussi aujourd'hui, mais alors nous depuis longtemps, mais c'est quelque chose qui se généralise quand même, on peut avoir aussi des effets liés au caractère environnemental ou social du prêt. Et ça, on va retrouver des prêts qui vont avoir des marges qui vont varier selon qu'on, par exemple, on fait un emprunt vert ou un emprunt social. On peut avoir des bonifications de marge. Donc, on a principalement donc, des prêts à taux fixe, à taux révisable. Vous pouvez avoir également, et
et je l'évoque puisque c'est quelque chose qui existe, des prêts qui ont 2 phases, donc qui démarrent par exemple à une phase à taux fixe pour figer un taux pendant 5-7 ans, puis ensuite qui passent sur un taux révisable. Et donc on va se retrouver avec des prêts avec 2 phases. Donc ce qui est important à ce moment-là, c'est de bien choisir ce qu'on souhaite prendre. Et parfois, on a de la musique. Donc quand même, je reviens rapidement sur un index qui me tient à cœur, le livret A. Notre livret A, c'est donc un index qui est une formule qui est construite à partir de taux court terme, de l'ester, puis de l'inflation. C'est une moyenne entre l'ester et l'inflation. C'est un index qui est révisé tous les 6 mois, en février et en novembre. Et c'est un index que je dirais administré par l'État. Donc pourquoi administré par l'État? Parce que l'État a la liberté d'appliquer ou non la formule. Et ça, c'est très important, puisqu'on l'a vu par exemple en août dernier, où la formule donnait un livret à un peu plus de 4%. L'État a décidé de figer ce taux à 3% sur une durée relativement longue pour donner de la visibilité et, si on reprend le graphique de Caroline, passer en quelque sorte une bulle, la bosse d'inflation, et donc à donner de la visibilité. Ce qu'on voit par exemple là sur le graphique qui est présenté, c'est que finalement le livret A, et ça rejoint la question qui était posée, le livret A n'est pas décorrélé du contexte macroéconomique. Par contre, il va avoir un effet d'amortisseur, très souvent, à la hausse et à la baisse. Et donc, en fait, on va avoir le livret A, il va suivre les tendances, mais il va plutôt les amortir, ce qui peut avoir un intérêt pour éviter d'avoir des trop gros chocs de taux sur le coût de nos emprunts. Donc, finalement, on va avoir sur les index des index, par exemple, comme l'inflation, qui peuvent être intéressants quand on a des recettes qui sont indexées sur l'inflation, donc ça peut être. Mais par contre, c'est un index qui est pas hyper facile à suivre, et notamment en termes d'anticipation, de savoir comment ça va évoluer au fil du temps, même si on sait, et Caroline l'a dit, l'objectif de la BCE, c'est 2%. À voir si elle va y arriver ou pas. Mais quand on prend un index sur inflation, on peut se dire que la cible, c'est 2%. On va avoir des taux interbancaires, type Euribor ou Ester. Alors l'Ester est plutôt sur le court terme, sur les découverts par exemple. Donc ça c'est intéressant quand on pense qu'on va avoir des évolutions à la baisse, mais comme je le dis, c'est une tendance. Donc voilà, aujourd'hui on a des taux qui sont autour de, le taux Euribor est autour de 3,5-4%. Demain, on peut se dire, les économistes peuvent se dire que ça va baisser. Voilà, quand on fait des emprunts à long terme, bon, c'est difficile, mais c'est un choix. Et puis ce qui est vraiment important dans le choix des index, c'est lié à sa sensibilité, à la nature des revenus, la volonté de renégocier éventuellement plus tard. Voilà. Le taux fixe peut être parfois plus difficile à renégocier, mais les échéances sont prévisibles. Le taux révisable, on a une incertitude qui peut être dans les deux sens, hein, donc qui peut être in fine positive ou négative, mais voilà, qui laisse peut-être un peu de marge pour renégocier. Donc, une fois qu'on a choisi la typologie d'index qu'on va vouloir déterminer, donc est-ce qu'on prend un prêt à taux fixe, est-ce qu'on va prendre un prêt à taux révisable, on peut définir également le profil d'amortissement de son prêt. Donc, qu'est-ce que c'est le profil d'amortissement d'un prêt? C'est de savoir comment les échéances vont être construites. Donc, en gros, pour faire simple, on a 2 profils possibles. Soit on prend un amortissement qui va être prioritaire. Donc là, c'est plutôt le graphique de droite. On va déterminer un amortissement sur toute la vie du prêt. Et on va avoir les intérêts qui vont se déduire. Donc au départ, on va avoir des échéances qui vont être un petit peu plus importantes et qui vont se réduire au fil du temps. Soit on prend les échéances prioritaires. Donc c'est le graphique de gauche. Donc vous voyez là, on a un graphique avec des échéances constantes. Donc les échéances constantes, ça donne une visibilité. Ça veut dire qu'au départ, on a des échéances qui sont un peu plus basses que l'amortissement constant. Mais par contre, elles ne bougeront pas
au fil du prêt. Ce qui, dans le cas d'une échéance prioritaire, la charge d'intérêt, comme on va sous-amortir au départ et suramortir à la fin, la charge d'intérêt à la fin sera un peu plus importante. Voilà. À noter que quand on est... Donc là, c'est des graphiques sur un prêt à taux fixe, mais quand vous avez un prêt à taux révisable, eh bien, en fait, à chaque fois que l'index est révisé, on recalcule les montants d'échéance. Donc ça, oui. Ça va vraiment dépendre en général de comment est adossé, à quoi est adossé votre emprunt finalement. Est-ce que vous avez par exemple une source de revenus en face, donc par exemple des échéances qui peuvent être indexées sur un taux d'inflation, et donc ça peut être intéressant d'avoir une échéance qui évolue en fonction de ce taux d'inflation. Ou est-ce qu'au début, vous avez l'autofinancement ou les revenus suffisants pour prendre un amortissement constant, ce qui va avoir des échéances plus importantes au départ. Ça, c'est vraiment un choix. Ça donne pas il n'y a pas un écart énorme entre les deux. Mais voilà, il y a possibilité de tester les deux. On voit que, par exemple, nous, la plupart des emprunts qui sont faits avec un amortissement constant, en général. Au-delà, là, on est vraiment sur des schémas très simples. Si on veut aller sur des choses un petit peu plus compliquées, on peut mettre en place des caractéristiques supplémentaires avec des taux de progressivité dans les prêts. Donc, plutôt qu'avoir une échéance constante, on définit dès le départ comment l'échéance va évoluer pour suivre, par exemple, une prévision de recettes. On peut mettre en place aussi, par exemple, des périodes de différé, donc des périodes où on ne va pas amortir le prêt au début, notamment dans le cas où on a des montées en charge des recettes, un bâtiment qui commence à toucher des loyers, ou des bureaux, par exemple des bureaux qui sont loués. Ou on peut également définir dans certains contrats des caps sur le taux. Donc ça va être un plafond sur le taux calculé. Donc ça, c'est des choses un petit peu plus complexes et qui, bien sûr, d'un point de vue on va dire économique, vont avoir un coût. C'est-à-dire que mettre un plafond sur un taux, à la fin, ça aura un coût sur le taux du prêt, sur la marge du prêt. Et puis, effectivement, on avait évoqué la phase de mobilisation à ajuster en fonction de la durée des travaux. L'important également, c'est de bien aligner les durées. En fait, la durée d'un prêt doit être cohérente pour ajuster les charges aux revenus. Donc c'est vrai que emprunter long, c'est pas quelque chose de mauvais. L'important, c'est d'ajuster la durée de vie de l'actif financé avec la durée de l'emprunt. C'est-à-dire quand on finance un réseau d'eau, on ne le finance pas à 10 ans, parce que ça peut aller, la durée de vie d'un réseau d'eau, ça peut être 60, 80 ans. Donc c'est important de bien ajuster la durée de vie. C'est vrai que parfois, on voit le financement de construction à 10 ans, à 15 ans. C'est un choix, mais c'est vrai qu'un bâtiment, on peut se dire qu'il a une durée de vie qui est bien plus large que ça. Et aujourd'hui, alors, quand les taux étaient très bas, on pouvait financer des choses de très, très court terme. Aujourd'hui, c'est d'autant plus intéressant d'allonger la durée pour pouvoir vraiment ajuster la durée de vie économique de l'actif financé avec la durée de l'emprunt. Surtout, alors maintenant la courbe est plutôt plate, mais il y a encore quelques semaines, quelques mois, en fait les taux longs étaient plus bas que les taux courts. Donc du coup, même au niveau des taux, c'était intéressant d'aller chercher un peu de durée. Donc on peut ajuster les caractéristiques. Là, il faut se faire accompagner. Quand on va sur les caractéristiques très fines, on peut se faire accompagner soit par les établissements financiers, soit par un conseil. C'est peut-être plus facile. Troisième point, c'est les indemnités de remboursement anticipé. Donc, on va avoir deux familles d'indemnités de remboursement anticipé.
les indemnités forfaitaires, hein, qui sont souvent sur des index type Euribor auprès des banques. Vous allez retrouver des indemnités forfaitaires. Donc une indemnité forfaitaire, c'est une indemnité qui est simple à calculer, qui est juste, en fait, qui peut être un taux, par exemple 3% du montant du prêt remboursé, ou une durée, par exemple 6 mois d'intérêt, un semestre d'intérêt. Donc c'est assez facile à déterminer. Et voilà, c'est en fonction du taux ou de la durée du prêt. Et puis vous allez avoir les indemnités actuarielles qu'on a souvent sur les emprunts à taux fixe ou sur les emprunts de la Banque des Territoires. Donc qui sont en fait des indemnités qui matérialisent finalement pour un établissement le manque à gagner en cas de remboursement anticipé. C'est-à-dire que si vous faites un emprunt à 15 ans et que vous faites un emprunt à 20 ans, vous remboursez à 10 ans, bah, ça veut dire que pendant 10 ans, la banque qui a à côté s'est adossée à quelque chose d'autre va devoir payer alors qu'elle n'a plus la recette en face, ou elle va devoir replacer les coûts de replacement sur les marchés. Donc ça veut dire que ça dépend aussi des conditions économiques au moment du remboursement anticipé. Donc potentiellement, il n'y a pas de manque à gagner sur une indemnité actuarielle, donc elle peut être égale à 0. Et par exemple, aujourd'hui, un emprunt qui a été fait dans les périodes de taux très bas, vu que les marchés ont remonté, si on rembourse aujourd'hui, en général, l'indemnité actuarielle, elle est proche de 0. Et donc, ça matérialise le manque à gagner. Et en général, cette indemnité, elle est adossée à une courbe de référence. Donc ça va être soit les taux de swap Euribor, les taux interbancaires, de prêts interbancaires, soit la courbe de l'OAT, donc les obligations de l'État. Et donc ça va être adossé à l'évolution de ces courbes-là. Mais ce qu'il faut retenir finalement, c'est que quand on fait un remboursement anticipé, finalement, ce qu'on va vous facturer dans ce cas-là, c'est vraiment le manque à gagner de la banque qui a prêté. Peut-être un dernier point très rapide, c'est sur le TEG. Le TEG, donc Caroline l'a évoqué tout à l'heure, le TEG est limité par le taux d'usure. Donc pendant un moment, ça a été très pénalisant. Puisque les taux de marché étaient supérieurs aux taux d'usure, ce qui faisait qu'il y avait des difficultés d'accès à l'emprunt. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Mais le TEG, finalement, c'est ce qui permet de comparer deux emprunts entre eux, mais deux emprunts similaires. Et c'est là où il faut être très prudent. Donc le TEG, c'est le taux du prêt auquel on intègre tous les frais et qui donne un taux global. Là où il faut être très prudent, c'est deux taux. On ne peut pas comparer un prêt à taux fixe et un taux révisable de TEG parce que les méthodes de calcul vont être différentes. Et donc, c'est des choses qui ne vont pas être comparables. Ou deux prêts qui ont des durées très différentes, c'est compliqué de comparer des TEG. Mais des prêts qui ont des caractéristiques similaires peuvent être comparés avec le TEG. Et donc, ce TEG ne peut pas être supérieur au niveau de l'usure. Voilà. En conclusion, je dirais qu'à un instant donné, ce qu'il faut, et là vous pouvez faire confiance aux établissements financiers, à un instant donné, quand on emprunte, un prêt à taux fixe ou un prêt à taux révisable sont équivalentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un bon choix entre les deux à un instant donné, puisque le taux fixe est calculé à partir des données qui proviennent du taux révisable. Donc la valeur de marché est équivalente. Donc c'est juste ensuite l'évolution des taux qui va faire que finalement l'un était plus favorable que l'autre. À titre d'exemple, il y a 20 ans, donc on était au début des années 2000, quelqu'un qui aurait pris un taux révisable, les collectivités qui avaient emprunté à taux révisable avaient bien fait, puisque en fait, entre-temps, les taux ont beaucoup baissé, donc elles ont payé peu d'intérêt, alors que quelqu'un qui avait pris un taux fixe à ce moment-là, en fait, aura payé 4%, ce qui est à peu près le taux d'aujourd'hui, aura payé 4% pendant 20 ans, alors qu'à un moment, les taux étaient autour de 0,5, 1. Donc vraiment, c'est un choix
et c'est un choix à faire en termes d'anticipation. Il faut faire attention justement sur ces anticipations parce que finalement, prendre des positions et des risques, c'est le métier des banquiers et des salles de marché, mais même eux se trompent parfois. Et ce n'est pas forcément le métier d'une collectivité. Donc il faut être très prudent dans ce qu'on fait. Et surtout, et là je reprendrai l'expression de Caroline, il faut bien avoir une stratégie, un peu comme les gens qui gèrent des allocations d'actifs, des fonds, une stratégie de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc il faut vraiment diversifier. C'est un moyen de limiter les risques. Donc avoir du taux fixe, mais pas que, avoir du taux révisable, mais pas que, c'est aussi un moyen de limiter les risques et les difficultés à venir, parce que en fait, on voit bien qu'on a beau avoir des anticipations, des idées, à terme, on ne sait pas forcément exactement ce qui va se passer dans le futur. Merci, Monsieur Coquemont. Alors, évidemment, là où vous n'avez pas beaucoup de risques, c'est que moi, il m'est arrivé, tant au niveau de la ville que de l'agglomération, d'emprunter il y a 2 ans en taux fixe à 20 ans à 0,3, des choses comme ça. Là, je ne rediscute pas, quoi. C'est arrivé, hein. Il y avait même des banques allemandes qui proposaient des taux négatifs à l'époque, mais on n'avait pas contracté. Voilà, alors je vais redonner la parole à la salle avec Dominique. Et puis après, il y a également Philippe Rogier de l'AFL qui va également nous dire un mot, puisque je n'ai pas vu le temps passer, mais il ne nous reste plus qu'un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Alors, qui veut intervenir, puisque notre salle s'est bien remplie? Nous sommes quand même, il y a eu du flux, hein, il y a eu des entrées, des sorties. C'est un peu comme dans les banques, comme l'argent. Voilà, madame, oui, on vous donne la parole. Claire Gécas, oui, on vous donne la parole. Oui, bonjour monsieur, merci beaucoup. Je voulais savoir ce qui rentrait dans le petit package de TEG par rapport aux emprunts. Chez les particuliers, en général, c'est une assurance qui va avec l'état de santé, l'âge, etc., etc. Comment est-ce que ça se calcule pour une collectivité ? En fait, voilà, un petit peu de la même façon. En fait, on va calculer, on va prendre le taux du prêt et tous les frais connus à l'émission de l'offre ou du contrat. Donc les frais, ça peut être des frais des commissions d'instruction, des frais de dossier. Ça peut être, quand c'est nécessaire, des frais de garantie, quand il y a besoin de frais de garantie. Voilà, c'est tous les éléments financiers connus au moment de la contractualisation. Vous avez raison, c'est un sujet. Hein, on parlait des taux. Hein, parfois, si vous avez un taux faible, mais qu'on vous colle des frais annexes relativement élevés, ça renchérit le coût global. Donc, c'est un sujet auquel il faut être attentif. Une autre intervention ? Non ? Alors, écoute, si Dominique, vas-y, hein, puis on va donner la parole à Philippe Rogier. Oui, deux petites choses. Madame, vous avez dit, j'y connais rien en finance. Beaucoup d'élus n'ont pas un parcours de spécialiste des finances. Donc, n'hésitez pas à consulter plusieurs établissements. Faites confiance à ceux qui viennent vous voir, qui prennent du temps et qui vous expliquent les choses, parce qu'on peut avoir des tas de facilités d'emprunt avec très peu de contacts, mais dans ces cas-là, il y a très peu de conseils, et je pense qu'il faut l'avoir en tête. D'autant plus quand on est des petites collectivités, qu'on n'emprunte pas souvent, donc on n'est pas rompu à la technique, et donc il ne faut pas hésiter à écouter, discuter. Les DDFIP ont nommé des conseillers aux finances locales et des conseillers aux collectivités, donc ce sont des vrais techniciens qui doivent vous accompagner aussi. N'hésitez pas à discuter avec des collègues, c'est important. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. On a parlé d'amortissement. Alors, les amortissements dont on a parlé, c'est des amortissements liés aux prêts, qui n'ont rien à voir avec nos amortissements sur les budgets. Certaines collectivités ne sont pas assujetties à ces amortissements, donc n'oubliez pas que ce sont deux discussions différentes, et les amortissements qui sont dans les budgets entrent dans des règles réglementaires qui ne sont pas les mêmes dans les durées et l'appréciation de l'usure du bien par rapport à l'amortissement bancaire. Donc le même mot peut couvrir plusieurs choses qui sont dans les collectivités pas de même nature. Donc faites attention à ça. Et je crois que ça a été dit plusieurs fois que Philippe allait intervenir.
Oui, donc, oui, alors non, mais tu as raison, il n'y a pas de miracle, il faut faire attention. On a évoqué tout à l'heure de façon allusive l'affaire de Dexia, c'était il y a une quinzaine d'années. Hein. Donc, vous en souvenez, hein, c'était un opérateur qui proposait des emprunts miracles avec des différés d'amortissement, des index sur le yen et le franc suisse, etc. Ça peut aller très loin dans un petit pays comme la Hongrie, vous le savez peut-être. Le gouvernement avait incité les particuliers à s'emprunter massivement en franc suisse. Alors du coup, les gens se retrouvent en risque de taux, en risque de change. En fait, voilà. Donc ça veut dire que là, comme ailleurs, il faut faire attention. Quand c'est, comme disait ma grand-mère, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est Martine Aubry qui disait ça. Voilà. Philippe, oui, depuis le temps qu'on t'a promis de parler, c'est à toi. Merci, merci Antoine. Non, moi je suis ravi d'être là et de pouvoir prendre la parole, notamment parce que vous êtes là tous les deux et vous faites partie des premiers, des pionniers hein, de l'aventure portée par Jacques Pélissard, de création d'une banque qui appartient aux collectivités. Donc ça c'est un premier motif de satisfaction. L'autre élément, c'est qu'on est à nos 10 ans hein, déjà maintenant, on va arriver aux 10 ans et on a, je vous invite à lire la Gazette, ce que vous devez faire tous et toutes, puisque Jacques Pélissard et David Lisnard sont revenus là longuement dans une interview cette semaine sur cette aventure. Cette aventure, vous pouvez tous, même si vous n'êtes pas partie prenante autant qu'Antoine et Dominique, mais vous pouvez tous, les collectivités, en être fiers, parce que c'était pas évident, notamment dans le contexte que vous évoquiez, madame, de créer une banque ex nihilo en étant quelques collectivités locales, quelques élus qui effectivement ne sont pas des financiers, enfin ou rarement. Hein, donc voilà, donc ça c'est pour le petit mot de satisfaction et de joie d'être parmi vous. Alors pour essayer de conclure et de synthétiser aussi tout ce qui a été dit, qui était extrêmement complet et riche, je crois que les différents sujets qui se posent à vous, ils sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est le montant. Et ça, on n'en a peut-être pas assez parlé. Enfin, Dominique a pointé ça à un moment et c'était important. C'est d'avoir accès à la liquidité. Vous êtes contracyclique, notamment. C'est-à-dire que vous allez agir pas forcément dans le mouvement des cycles économiques. Donc, vous allez vous retrouver dans des situations où vous avez besoin d'agir, besoin d'investir, alors que l'environnement n'est pas forcément favorable. Et justement, c'est ce qu'on vous demande de faire souvent. Hein. Donc, ça veut dire que l'accès à la liquidité, la quantité de crédit, c'est un élément extrêmement important. Et il y a plusieurs éléments qui peuvent contraindre cela. C'est un élément qui a été évoqué, c'est celui des ratios, etc. C'est-à-dire la quantité de fonds propres à l'intérieur de la banque qui lui permet de fonctionner, de prêter. Ça, c'est des choses qui ont été considérablement renforcées suite aux dernières crises. Et j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, c'est un peu le consensus, les banques sont plutôt bien capitalisées. Alors nous, on est né après cette aventure, donc on n'avait pas le choix. Donc nous, ça n'a jamais vraiment été un sujet. On a été obligé de se capitaliser. C'est pour ça qu'on demande aux collectivités de contribuer au capital. Donc il y a cet aspect capitalisation. Mais il y a un autre aspect qui joue aujourd'hui, et je voulais insister là-dessus, c'est l'équilibre dans le bilan des banques entre ce qu'on appelle leurs ressources, c'est-à-dire l'argent dont elles peuvent disposer pour vous prêter, et les emplois qui sont les prêts essentiellement. Et cet équilibre, ce que vous devez bien comprendre, c'est que depuis un an, il s'est inversé aussi vite que les hausses des taux de la BCE. C'est-à-dire que ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que dans la révision de la politique de la Banque centrale, il y avait les taux, ça on en a parlé longuement, mais il y avait aussi la quantité de crédit. Pendant de 2018 en gros à 2022, la Banque centrale a injecté sans limite des quantités de crédit pour favoriser le crédit à l'économie auprès des banques. Et d'un coup, ou assez rapidement quand même, elle a complètement fermé les robinets. Et donc les banques se sont retrouvées très vite avec un déséquilibre hyper brutal entre les ressources dont elles disposent, qui sont les dépôts, les placements des clients, et les emplois qu'elles avaient à assumer pour financer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça explique pourquoi les banques sont beaucoup moins, entre guillemets, généreuses sur la quantité aujourd'hui. Et c'est normal, c'est légitime, c'est leur contrainte. Et donc ça explique la nécessité pour nous, qui empruntons 20 milliards d'euros par an, d'avoir des banques publiques qui sont là. Hein. Et donc elles étaient là autour de la table. Et donc c'est vraiment indispensable, compte tenu de l'enjeu et de la quantité de besoins. 20 milliards d'euros, c'est beaucoup. Les banques privées ne peuvent pas seules
assumer cela et il faut des banques publiques. Donc ça, c'est l'aspect quantité. Le deuxième aspect, c'est la qualité. On en a parlé rapidement. Juste pour information sur le hiatus entre l'aspect économique qui est neutre, comme l'a bien expliqué Bruno, et puis l'aspect budgétaire. Nous, les élus ont pris une position depuis le premier jour, qui était de dire 3500 habitants, qui est le seuil habituel, hein, qui n'a pas de sens, mais qui existe. 3500 habitants, en dessous, on ne fait pas de taux variable. On fait que du taux fixe. Donc économiquement, c'est peut-être idiot à certaines périodes, mais budgétairement, ça sécurise totalement les choses pour les plus petites de nos collectivités. Et puis les produits, je dirais exotiques, on pense être à l'abri. En tout cas, nous, on est et on sera toujours une force de rappel pour dénoncer, entre guillemets, des tentations de vous revendre des choses compliquées. Notez que dans tous les pays où des agences comme l'Agence France Locale existaient, en Scandinavie, aux Pays-Bas, il n'y a pas eu un gramme d'emprunt structuré, commercialisé, ce n'est pas un hasard. Hein. Donc ça, c'est un élément extrêmement important aussi. Ensuite, la quantité, la qualité, le prix. Le prix, on a beaucoup parlé des taux, mais il n'y a pas que les taux, il y a les marges. Et les marges, elles augmentent parce que, effectivement, les banques, à nouveau, je le redis, ont plus de mal à couvrir tous leurs besoins et donc elles sont obligées d'aller chercher des ressources, etc. Et donc ça coûte plus cher, les marges ont augmenté. Autre élément qui est moins sympathique, mais qui nous touche tous, c'est que la France aussi a perdu un petit peu de crédit en relatif par rapport à l'Allemagne, etc. Enfin, on n'est pas là pour débattre de cela, mais vous savez très bien qu'il y a des contraintes qui pèsent sur la situation des finances publiques en France qui sont un petit peu fortes. Donc tout ça amène les marges à augmenter. Et si les marges augmentent aussi de la part des banques, c'est pour le fait précédent, c'est pour réduire le volume. Parce que la meilleure façon de moins prêter, plutôt que de vous dire non, c'est d'augmenter un peu les marges. Et puis vous allez voir ailleurs, vous allez voir les banques publiques. Enfin, c'est ça ce qui se passe en ce moment. Hein. Et donc c'est aussi pour ça que les banques publiques sont une vraie force de rappel qui est indispensable parce que nous, on neutralise tous ces aspects-là. La durée, enfin. On est aussi dans une période où tout ce que je viens d'expliquer pour les banques les amène à réduire les durées, parce qu'aller chercher pour elles de l'argent sur des longues durées, c'est plus compliqué. Et donc les prix, ou même elles ferment, les durées sont remontées de la part des banques jusqu'à 30 ans, elles vont rediminuer, 25, 20, etc. À nouveau, les banques publiques, compte tenu de leur statut, de leur qualité de crédit, peuvent, alors le livret A, c'est une durée au jour le jour, mais il y a une quantité telle de ressources que c'est une durée qui est infinie en réalité. Et pour les autres banques publiques, c'est une durée qui est très longue. Nous, on prête à 40 ans, par exemple, à taux fixe, sans difficulté, hein, donc, alors que les banques ne peuvent plus le faire. Donc la durée, c'est d'autant plus important qu'on a des enjeux de financement, des transitions qui nous amènent. Nous, on finance depuis 10 ans, on finance de plus en plus, par exemple, de projets de groupes scolaires sur des durées de 30, voire 40 ans, alors qu'on s'arrêtait à 20-25 ans il y a encore 10 ans. Hein. Donc la durée, c'est extrêmement important. Et donc, pour terminer, un dernier élément qui a été abordé, sur lequel c'est peut-être le seul point où on est en hiatus un petit peu avec l'autre banque publique qui est celle du groupe Caisse des dépôts, c'est le fléchage des prêts. Hein, donc vous vivez aujourd'hui un durcissement considérable de la part de l'État pour flécher les subventions, verdir les dotations. L'État a pris des engagements vis-à-vis de l'Europe, il n'a pas le choix, hein, c'est pas juste pour vous embêter, c'est parce qu'on est pris dans ce schéma d'engagement pour la transition au niveau européen. Donc en cascade, ça tombe sur vous et l'État lui-même est obligé de flécher. Donc très bien. La position des élus à l'Agence France Locale, c'est de dire on ne va pas en rajouter, nous on reste sur l'universalité des financements. Hein. On a, nous, des accès au marché obligataire qui sont sur des émissions dites vertes ou durables et des émissions classiques, en fait, elles se font au même prix. Donc, il n'y a pas de prime aujourd'hui. Les marchés ne donnent pas de prime. Donc, notre postulat, c'est de dire, nous, on continue à financer globalement les choses. Parce que le danger du fléchage, c'est l'exclusion.
Parce qu'à partir du moment où vous privilégiez des domaines, et c'est très bien de les privilégier, parce que c'est les enjeux qu'on partage tous, mais il y a quand même d'autres sujets dans les communes. Hein, et ces autres sujets, il faut bien pouvoir les financer. Et c'est des autres sujets qui sont maintenant moins subventionnés. Donc qui mécaniquement, par vase communicant, nécessitent plus d'emprunts. Hein. Voilà, enfin bon. Donc voilà un petit peu sur les grands points d'aujourd'hui, sur lesquels nous, on essaye de jouer notre rôle, c'est-à-dire un rôle de sécurité, un rôle de complémentarité, et puis un rôle d'autonomie, puisque à la fin, c'est ça peut-être le plus important, c'est que tout ce que je vous dis là, c'est pas moi qui le dis, c'est les 15 membres du conseil d'administration qui sont des élus, des exécutifs locaux, et qui prennent les décisions fondamentales au sein de l'AFL. Et c'est peut-être ça finalement qui est le plus important à retenir. Merci Philippe. Dominique, on va voir s'il y a encore une ou l'autre intervention. Non ? Bon, écoutez, voilà. Alors, en tout cas, je vais donner le mot de la fin à Dominique, hein, puisque j'avais commencé. En vous remerciant, je le disais, il y a eu un peu de flux, mais il y a eu quand même pas mal de monde qui est venu sur ce sujet, qui était un sujet un peu austère, hein, mais tellement nécessaire, j'allais dire. Je remercie encore, bien sûr, Aurélien, Nathalie et puis nos intervenants banquiers, hein, qui ont été extrêmement, je trouve, clairs dans leurs interventions, comme quoi nous pouvons présenter clairement des sujets compliqués. Dominique, je te laisse le mot de la fin. Oui, je crois que vis-à-vis du prêt ou de la dette, il ne faut pas qu'on ait plus d'angoisse que toutes les autres décisions qu'on ait à prendre. Quand vous prenez la décision de translater un cimetière, est-ce que vous êtes vraiment des spécialistes? Est-ce que nous sommes des spécialistes pour la translation d'un cimetière? Quand on doit acheter un chasse-neige, vous connaissez toutes les caractéristiques techniques des camions? Quand il faut discuter de l'accueil périscolaire entre la compote machin et la compote bidule, bien entendu qu'on n'est pas spécialiste du prêt, il faut être très détendu, au même titre que quand je dois faire un trou dans un mur, je dois prendre une perceuse et le bon diamètre et puis respecter certaines règles techniques. Ben, le prêt ou l'emprunt, c'est un outil. C'est un outil comme un autre. Il a des règles, il a des modes de fonctionnement. Et ben, quand on ne sait pas, comme on fait toujours quand on est élu, on va se renseigner, on demande notamment à l'Association des maires de France et puis tous les réseaux qui peuvent exister. Mais la dette, elle n'est pas... c'est un outil. C'est vraiment un outil. On doit répondre à des exigences de nos concitoyens. On doit répondre à l'évolution des normes. Nos prédécesseurs, qui au lendemain de la guerre ont dû reconstruire la France, ils ne l'ont pas fait avec les sous qu'ils avaient de côté. Hein. Toute la modernisation des 30 Glorieuses, ça n'a pas été fait avec de l'autofinancement. Donc la dette est quelque chose, ou l'emprunt est quelque chose d'utile, s'il est bien fait. À vous de bien faire. Et puis en avant, vive les collectivités et leurs investissements. Merci beaucoup et bonne suite de congrès. Merci à vous.